Il est tristement connu sous le nom du financier du génocide commis contre les Tutsis, Kabuga Félicien. Cet octogénaire a finalement échappé, je dirais, à la justice. Nous allons comprendre dans quelles circonstances Félicien Kabuga aujourd'hui est soustrait, entre guillemets, à la justice. La décision a été rendue pour des raisons que vous allez comprendre ici dans cette émission. Mais comment comprendre qu'un homme qui a été en cavale pendant presque 25 ans, subitement, il a été retrouvé en France, transféré devant la justice, mais finalement son procès n'aura pas eu lieu, en tout cas n'aura pas abouti. Nous allons comprendre les tenants et les aboutissants de la décision de la Cour et surtout sur quel fait la Cour s'est basée. Dans nos studios ici, nous sommes avec Maître Baingana Janvier. Il est commissaire et en charge des questions juridiques à Ibuka. Bienvenue, Maître. Bonsoir, Eddy. Voilà, nous sommes également avec Maître Mourangwa Faustin. Il est ancien avocat au tribunal pénal international pour le Rwanda, mais également à préciser que Maître Baingana également, vous avez été également au TPIR, mais ici, ce soir, vous êtes là en qualité du chargé ou sinon du commissaire chargé des questions juridiques à Ibuka. Tout d'abord, Maître Baingana, Ibuka, vous militez, vous travaillez sans cesse depuis une trentaine d'années pour la traque, sinon la justice pour les victimes, les rescapés du génocide commis contre les Tutsis. Comment avez-vous déjà appris ou accueilli en tout cas la décision de la Cour de dire que c'est fini, Kabuga ne sera plus poursuivi pour des raisons de santé? Ceci a été une surprise pour vous en tant qu'homme de droit, en tant que quelqu'un qui a suivi déjà et son arrestation et tous les processus. Ça a été une surprise pour vous? Non, ce n'était pas une surprise du tout parce que quand vous connaissez très bien le cadre politique, idéologique, quand vous connaissez très bien le passé de son tribunal, ça ne m'a pas surpris. Mais maître, nous sommes sur le terrain de la justice. Tout d'un coup, vous parlez du cadre politique. Voilà, mais c'est quoi la politique? Il n'y a que des droits légaux. Il y a une justice naturelle, ça c'est un. Et puis il y a des droits légaux. Donc il y a une très grande différence entre la légalité et la légitimité. Voilà. C'est ce que je vous disais, ça ne m'a pas surpris parce que c'est un tribunal qui n'a pas travaillé, qui n'a pas accompli sa mission depuis sa création jusqu'à nos jours. Donc les terres échecs, les terres faiblesses, les terres situations où quelqu'un tout simplement va passer sans pour autant être jugé, ça ne m'a pas surpris. Mais c'est avec un sentiment, c'est un regard de la part de son tribunal, c'est un regard méprisant, dénigrant, qui n'a pas donné la valeur à la cause des victimes du génocide commis contre les Tutsis. C'est tout. Eddy. On va développer ça. Alors, vous, Maître Faustin Mourangwa, je dis bien, vous avez été au TPIR également. Vous avez suivi des procès en rapport avec le génocide. Est-ce que vraiment la décision vous a aussi surpris? Êtes-vous aussi du même bord? Êtes-vous du même avis que tout était faussé dès le début pour en arriver à une telle situation? Bon, disons que ça m'a surpris en tant qu'homme de droit, parce que c'est une décision que je n'arrive pas à comprendre. Je comprends aussi le choc des victimes et le choc des rescapés. Mais
il faut aussi rentrer dans le contexte, parce que ça semble être... parce que le choc, je le comprends, parce que ça semble comme quelque chose qui a été organisé dès le départ. Parce que le fait que Kabuga ne soit pas arrêté, il y a des doutes quand même, parce que on sait que Kabuga, une fois, était au point d'être arrêté à Nairobi. Ça a capoté. On sait très bien que son beau-fils, Ngirabatwara, a été arrêté alors qu'il était dans le même ascenseur que Kabuga et il a échappé à l'arrestation. Et finalement, après l'arrestation, on a compris tous les contours de sa cabale, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Suisse, que ce soit dans tous les pays où il était. Et on n'a jamais compris pourquoi tous les gens, après, qui, non seulement sa famille, mais aussi d'autres personnes qui ont couru au secours de ce vieillard qui a commis il faut le dire, qui est suspecté d'avoir commis des crimes sérieux comme génocide, crime contre l'humanité. Après, une fois Kabuga au tribunal, vient le jeu de il ne doit pas être transféré en Tanzanie, il doit suivre son procès à La Haye. Vous savez combien de temps ça a pris. Après ce mouvement du tribunal qui va finalement le juger, vient finalement l'étape des avocats. Je ne veux pas tel avocat, je veux tel autre avocat. Oui, il y a eu des suspicions déjà, lui qui ne voulait pas de ses premiers avocats, il n'avait pas confiance. Ce n'est pas une suspicion, parce qu'il y avait une guerre. Non, de sa part, il a dit je ne fais pas confiance à l'avocat. Ce n'était pas aussi également de son droit de dire ok, je n'en veux pas. Nous qui connaissons très bien le fonctionnement du tribunal, on sait très bien que ce n'est pas Kabuga qui ne voulait pas de cet avocat, que par contre, c'est un avocat qui essayait d'utiliser la famille pour sauter sur le procès Kabuga. Et on connaît le nom. Et on sait très bien qu'il voulait qu'une fois mettre Alti dehors, que lui saute sur l'opportunité d'avoir ce dossier. Et on sait très bien le temps que ça a pris pour que, en fait, le tribunal tranche sur l'avocat qui reste dans l'affaire et l'avocat qui ne rentre pas dans l'affaire. Et après vient finalement l'état de santé de Kabuga. Et on sait très bien que ce n'est pas l'état de santé comme l'a décrit les médecins. Par contre, l'état de santé où on disait que Kabuga ne pouvait pas suivre son procès normalement, que le tribunal avait décidé que les audiences se passent 6 heures la semaine pour faciliter Kabuga de ne pas s'endormir pendant le procès. Et après vient finalement la décision qui a, à mon avis, m'a surpris et a surpris beaucoup de monde, de psychiatres des deux psychiatres et le neurologue. Parce que c'est une décision, c'est un rapport qui n'a pas fait l'unanimité, parce que ce soit les avocats, que ce soit le procureur, que ce soit nous autres observateurs, on n'a pas compris d'où venait ce rapport. Je viens de, peut-être je vais l'évoquer après, je viens de lire l'interview. Peut-être vous allez nous parler de cette anecdote ou sinon en tout cas de ces coulisses, de certaines choses qui sonnent comme une sorte de cacophonie, de contradiction. Pourtant, je pense qu'il n'y a pas plus idéal qu'une cour pour en tout cas séparer le noir du blanc. Et on espère aussi, en tout cas c'est quelque chose qu'on espère bien pour une justice internationale où on se dit tous les moyens, tous les paquets a été mis pour que justice soit rendue. Mais j'ai eu vos réactions déjà. Pour vous, tout était parti pour faillir.
selon les décors que vous venez de planter. J'aimerais aussi qu'on puisse suivre les réactions des gens qui ne sont pas forcément de la justice, mais c'est des gens qui suivent la question, les intérêts des rescapés, les intérêts des victimes du génocide commis contre les Tutsis. Dans cet élément, c'est dans un reportage de notre confrère Jean Damascène Manishimwe, et puis on revient. 2 jours après l'annonce de la Chambre d'appel du mécanisme résiduel des tribunaux pénaux de suspendre l'affaire Félicien Kabuga, ce Rwandais soupçonné de génocide des Tutsis en 1994, les réactions se multiplient. Depuis la France où Kabuga a été arrêté en mai 2020, les activistes des droits des rescapés du génocide des Tutsis estiment que cette décision témoigne encore une fois un manque de considération à l'égard des Africains par les Nations Unies. S'agissant d'histoires africaines et de problématiques africaines, même si on sait que ce n'est pas totalement le cas, il y a eu des on va revenir sur cet élément. Mais tout d'abord, Maître Baingala, Kabuga faisait partie depuis de nombreuses années de la liste des gens dont les têtes ont été mises à gage par le département, par la justice américaine, par le département d'État, donc le ministère des Affaires étrangères. On s'est dit que de telles nations, de tels pays, avec un renseignement aussi, avec des moyens, on ne peut pas mettre la tête de quelqu'un à gage quand on n'est pas vraiment sûr d'avoir recueilli des informations fiables sur la personne. En tout cas, la liste, elle est bien précise. Avoir déjà l'aboutissement de ce qu'on a en face et des nations aussi fortes que les États-Unis qui ont mis les moyens pour pour arrêter Kabuga. Est-ce qu'on peut dire que les raisons ne sont pas forcément légales? On peut dire qu'il y a d'autres intérêts aujourd'hui qui sont en place au-delà du terrain de la justice. Ah oui, c'est ce que je te disais tout à l'heure. À un moment donné, il faut démystifier le concept de la justice. Il faut démystifier. Avant le tribunal, il y a eu un génocide. Avant le génocide, il y a eu toute une idéologie avec les associés des idéologues. Donc, Kabuga que nous regardons aujourd'hui nous représente tout un contour politique, judiciaire, avant tout. Et puis, Kabuga, c'est à la portée de tout le monde, c'est d'une notoriété publique, que Kabuga, qui était sirariste, qui était recherché partout, comme vous le disiez, je pense même que la plupart des gens connaissaient Kabuga avant de connaître même les gens, les agents du TPE qui étaient chargés de traquer d'autres génocidaires. Ils connaissaient Kabuga avant de connaître tout le monde que ce soit. Dans les années 95, 16, 17, 18, au bureau du TPE, à Kigali comme à Arusha et ailleurs, il y avait M. Kabuga. Alors, il a été connu que Kabuga a continué ses affaires. Il s'est procuré d'une richesse. Il a ouvert des banques. Il a continué son business. Il s'est procuré des passeports valides, délivrés par des États. Seuls les Rwandais connaissaient que Kabuga n'était pas en mesure d'être arrêté. Ça, c'est un. Et puis, en 2011, il y avait une procédure spéciale, ce qu'on appelait la déposition spéciale. En 2011, une année avant, la fermeture du TPIR. Ces dépositions spéciales étaient juste dotées pour essayer de recueillir les éléments de preuve contre Kabuga à son absence, et un avocat était commis dans ses propres intérêts
comme si tout le monde savait qu'à un moment donné, Kabuga Sole allait être quelque part, depuis 2011. Pour moi, c'était juste une façon, c'était une manœuvre dilatoire, essayer de préparer dans la philosophie et la conception des rescapés et d'autres décideurs nationaux comme internationaux, entre autres le Conseil de sécurité, qu'il y a un monsieur qui sera arrêté plus tard, donc il ne faut pas fermer le tribunal, hein, parce qu'il y a un autre travail à faire. Donc, quand le mécanisme résiduel est doté, est accordé son mandat, nous avons eu, le travail a été commencé, c'est tout le monde qui a eu du boulot à travailler, il y a eu des terres, et plus tard, il y a un vieillard là qui s'est caché dans, je ne sais pas dans quelle brousse de la France, qui a été arrêté. Voilà. Il a été arrêté, vous avez vu tout un amalgame, toute une litanie des interventions d'ordre sanitaire, d'ordre humanitaire et d'autres ordres, avec tout un protocole qui lui a été accordé. Plusieurs décisions ont été faites. Plus tard, maintenant, cette fois-ci, une idée de maladie, de son incapacité, donc les réseaux de santé ont été vite invoqués. Mais en tout cas, les médecins donc pour la question de la maladie a été déjà évoquée dès le début. La question, donc, l'inaptitude, en tout cas des problèmes liés à sa santé, notamment sa santé mentale, avait déjà été évoqué dès le début, et les avocats sont partis du pied que leurs clients n'étaient pas prêts à subir un procès parce que n'étant pas très à l'aise. Mais j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus après les réactions, donc l'élément qu'on allait suivre tout à l'heure, les réactions notamment chez le responsable de Ibuka et d'autres activistes, c'est qu'ils pensent déjà de cette fin malheureuse des poursuites contre Kabuga, eux qui ont milité, eux qui militent au jour le jour pour que justice soit rendue au nom des rescapés, au nom des victimes du génocide commis contre les Tutsis. C'est dans un élément préparé par Jean-Damascène Manéchim. Depuis la France où Kabuga a été arrêté en mai 2020, les activistes des droits des rescapés du génocide des Tutsis estiment que cette décision témoigne encore une fois un manque de considération à l'égard des Africains par les Nations Unies. S'agissant d'histoires africaines et de problématiques africaines, même si on sait que ce n'est pas totalement le cas, il y a eu des responsabilités occidentales, notamment françaises, dans le génocide, mais les victimes sont africaines, sont noires africaines. Et aujourd'hui, il n'est plus à démontrer que les Nations Unies ne montrent pas d'empathie pour nos histoires, ne montrent pas d'urgence à la justice. Félicien Kabuga a été en cavale pendant près de 25 ans, plus de 25 ans. Il aurait été intéressant de savoir qui l'a aidé et comment, parce qu'il est certain que ces réseaux-là d'appui à une telle cavale étaient extrêmement puissants. Pour le président de Ibuka, la principale association des rescapés du génocide des Tutsis au Rwanda, la déception est totale. Cette décision a été reçue avec une très grande déception, puisque en considérant ce que c'est Kabuga par rapport au génocide commis contre les Tutsis, ça a été une déception puisque on pensait que nous allions avoir les victimes, nous allions avoir la justice. Cette fois-ci par rapport à quelqu'un qui a plus autant d'années dans la fuite. Partout en Afrique, en passant par le Kenya et d'autres pays africains, et finir par la France. Et nous savons qu'il a déjà contacté, il a été dans notre pays européen. Et finalement, voilà le résultat qui ne correspond pas avec ce que nous attendions de lui. Ce qui s'est passé au Rwanda peut avoir lieu ailleurs, mais du moins pour d'autres cas, et on espère qu'il n'y aura pas. Donc dans le cadre de prévention, du moins nous devons montrer ce qui n'a pas été fait alors que ça devrait être respecté. Ce sentiment de déception est partagé par cet activiste des droits des rescapés du génocide qui craint que la décision du tribunal onusien ne favorise plutôt le négationnisme du génocide.
L'impunité, on sait tous et toutes ce que ça entraîne. D'un coup, les familles de génocidaires, les génocidaires eux-mêmes qui n'ont pas encore été arrêtés, appréhendés, se sentent pousser des ailes. Ils peuvent œuvrer au négationnisme pour empêcher que d'autres soient jugés par la suite. Et dès lors que Félicien Kabuga a été arrêté, par exemple, on a vu des textes, des vidéos pulluler sur Internet pour expliquer que le Rwanda était un pays agricole et que les machettes servaient à l'agriculture et que Félicien Kabuga n'avait absolument jamais acheté ces machettes pour organiser le génocide. Voilà, c'est des théories négationnistes qui vont se trouver confortées par l'absence de la justice. Félicien Kabuga, âgé aujourd'hui de 90 ans, était présenté comme le grand financier du génocide des Tutsis au Rwanda, l'homme sans lequel le génocide n'aurait pas eu lieu selon l'accusation. L'homme sans lequel le génocide n'aurait pas été impossible, c'est la chute en tout cas de l'élément de Jean Damascène. On a suivi les réactions, ça nous ramène à dire... S'il y a eu toute une recherche, toute une collection des informations à la base au Rwanda, on en a parlé pendant autant d'années, vous qui avez été à Arusha, Maître Faustin, le nom de Kabuga quand il résonnait à Arusha, c'était quoi déjà la réaction que ça suscitait et chez les accusés et chez les avocats et même les juges, le nom de Kabuga à être cité seulement? Il faut contextualiser Kabuga, parce qu'il était cité dans tous les procès. Dans tous les procès? Dans tous les procès. Parce que, à savoir, à commencer par le procès des médias. Donc, quand tu vas dans Ngeze, dans Barayaguiza, dans Rudjio, on cite Kabuga, parce que quand on parle de RTLM, on ne peut pas parler de RTLM sans parler de Kabuga. Parmi en tout cas, les initiateurs, les sponsors. Bien sûr. Ouais. Voilà. Quand on parle de grands acteurs comme gouvernement 1, gouvernement 2, militaire, on ne peut pas passer sans parler de Kabuga. Parce que finalement, quand on va chez son petit-fils qui est Ngira Batkware, on ne peut pas s'en passer. Tout ça pour te dire quel rôle le monsieur jouait. Et un rôle central, en tout cas. Oui, un rôle central. Tout à l'heure, vous avez évoqué même comment la communauté internationale le considérait. Il faut comprendre que le secrétariat d'État avait émis 25 millions de dollars pour quiconque fournirait des informations pour l'arrestation de Kabuga. Il faut comprendre que c'est le plus grand criminel recherché par la justice pénale internationale, qui était le plus grand criminel, le plus recherché. Parce qu'à partir même du montant émis, tu comprends qu'il est le plus grand criminel recherché par le tribunal pénal international. Ce qui fait que finir dans les mains et pour un rapport d'expertise dont pour moi, parce que moi, je ne suis pas d'avis avec des gens qui diraient qu'il y a un complot organisé, mais je sais que là où j'ai rejoint mon confrère Janvier et les autres intervenants, c'est qu'il y a une naïveté et il y a une certaine... Naïveté de la part de qui, vous voulez dire? Naïveté de la part des acteurs. De la Cour? Non, je dirais des acteurs de la Cour. Parce qu'il n'y a pas seulement la Cour, mais il y a le bureau aussi du procureur. Il y a aussi... Les acteurs au service de la Cour, c'est ça? Oui, bien sûr. Pour dire que, en fait, tout ce qui s'est passé, en fait, ils ont je ne vais pas dire qu'ils ont été piégés, parce qu'ils sont des professionnels, ils ne le doivent pas, et on ne peut pas l'accepter, on ne peut pas le tolérer ainsi, et on ne peut pas même l'entendre ainsi, parce que c'est des professionnels, et c'est ça qui me laisse même un goût amer, même des questions qui ne seront jamais répondues, parce que tout à l'heure, j'évoquais des questions qui soulèvent. Parce que, non, la question, en tout cas le motif cité, c'est l'inaptitude de Kabuga à ne pas pouvoir
subir, en tout cas se prêter à la justice, à se prêter à un procès. La question que le commun des mortels se pose aujourd'hui, est-ce que le rapport qui a été présenté, les doutes que vous évoquiez tout à l'heure, proviennent du fait que ce soit Kabuga qui soit mis en question, ou ça provient du fait justement des preuves tangibles qui montrent à ce que le rapport ne soit pas fiable? C'est pourquoi vous remettez ça en cause, à tous les deux? Voilà. Eddy, c'est une décision à mettre en cause, par plusieurs raisons. La première raison, il y a des aspects juridiques qui n'ont pas été considérés. La deuxième raison, ce sont les aspects non liés au rapport. Non liés au rapport. C'est-à-dire, pour vous, c'est ce que mon confrère... si je vous comprends bien, vous dites qu'on se cache derrière ce rapport pour exprimer autre chose? Voilà. Si je vous comprends bien. Voilà. Si vous dites qu'il y a des choses qui ont été à volonté omises, Voilà. et en avançant le rapport, vous voulez dire que le rapport, les gens se cachent derrière ce rapport pour autre chose? Non, en fait, c'est ce que mon confrère Mourangwa vous disait tout à l'heure. Que dans le rapport, c'est un rapport qui a été doté par plusieurs opinions dissidentes. Qu'est-ce que vous voulez dire Il y a des opinions dissidentes de la part des médecins, de la part des juges et de la part d'autres juristes, entre autres procureurs, qui n'étaient pas tout à fait d'accord avec la décision d'une chambre de première instance. Le procureur, on doit rappeler qu'il a sorti même un communiqué en date du 7 où il s'inscrivait il s'inscrivait en faux, il n'était pas... Il n'approuvait pas. Voilà. Donc, mais tout ça, ça crée la confusion à l'opinion publique. Chaque juriste... C'est des choses... Non, mais en fait, il faut aider, parce que si vous êtes là... Maître, si vous êtes là, attends, je m'explique. Aider le commun des mortels, le citoyen lambda à comprendre comment est-ce que le procureur ne s'aligne pas avec une décision qui a été prise par la Cour à laquelle lui appartient. Voilà, permettez-moi un tout petit peu de m'expliquer. Donc, il y a des opinions dissidentes de la part de tout le monde. Donc, au niveau de la Cour en soi, les juristes, des activistes, des victimes, il y a des opinions dissidentes, basées sur les analyses des experts, basées sur les analyses des juristes. Ça, c'est le facteur numéro 1. Le facteur numéro 2, c'est que le fonctionnement d'une chambre d'appel, ce n'est pas une chambre qui juge les faits. C'est une chambre qui doit décortiquer les erreurs de droit. Les erreurs de droit. C'était quoi les erreurs de droit? Par exemple, le procureur a été démis dans l'intégralité de ses motifs d'appel. Le premier motif d'appel, il s'agissait de savoir s'il doit y avoir d'autres procédures qui pourraient être engagées à l'absence de M. Kabuga. Qu'est-ce que le tribunal a répondu? Non, ça serait une violation grave des droits fondamentaux de Kabuga comme un accusé. Donc, quand vous voyez les droits fondamentaux de Kabuga qui seraient de nature à être violés à l'égard des droits des victimes, qui attendait depuis les années la justice de M. Kabuga. Et puis, il faut savoir, M. Kabuga représentait quoi? Pour ne pas oublier. C'était un membre d'Akazu. Donc, c'est un beau-fils, membre d'Akazu. Comme Maître Mourangwa le disait, il faut contextualiser les choses. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de regarder Kabuga en tant que Kabuga. C'est un symbole. Voilà, c'est un symbole politique et financier. Parce que quand la plupart des gens parlent de Kabuga, ils considèrent tout simplement les aspects financiers. Parce qu'il était un homme riche, qui a financé le génocide, mais c'était quelqu'un qui avait un positionnement politique
Sans occuper une fonction officielle. Voilà, parce qu'il y a son beau-fils qui était ministre. Est-ce que Attendons justement, en étant là... Il y a son fils qui était le bon fils du président de la République. Donc Kabuga, c'était le deuxième membre d'Akazu qui a été arrêté, appelé Zigiranyirazo, qui était le bon fils du président, qui a été aussi arrêté, qui a été aussi libéré. Mais est-ce que quand ces défenseurs disent que Kabuga n'a jamais occupé de fonction officielle... C'est dit n'importe quoi. Que voulez-vous dire par des fonctions officielles? C'est un alibi. C'est un alibi. C'est un alibi de dire... Moi, je n'avais aucune influence sur les décisions politiques. Je n'ai rien à voir avec la politique, alors que c'était lui le premier politicien. Est-ce qu'on peut prouver on peut prouver Je vais que le lui... prouver. Oui. Je vais le prouver. D'accord. Kabuga, on connaît très bien ce que RTLM, le médian de la haine, c'était le premier financement, l'actionnaire du RTLM. Le programme et le contenu du RTLM, tout le monde le connaît très bien. Il y a même une liste qui a circulé voilà. des fondateurs et leurs cotisations. Est-ce que les émissions du RTLM, avez-vous entendu une seule mission qui travaille sur les affaires du business? C'était purement politique, de l'idéologie, de propagande. Donc, c'est lui le premier politicien. De deux, Kabuga était son fils. C'était un bon fils du président de la République. De trois, son fils était le bon fils du président de la République et son bon fils était ministre qui a été arrêté en 2007. Hein, c'est ce que je disais, en 2007. C'est tout le monde qui devrait savoir. Si, lui qui était dans le même ascenseur que Kabuga. Voilà. Donc, il y a tout. Donc, Kabuga mystérieusement, était Kabuga voilà, lui a disparu dans la nature. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Donc, quand les gens commencent à se demander avec quel intérêt est-ce qu'un tribunal aurait fermé des yeux, ben, c'est un tribunal, nous allons y arriver, c'est un tribunal avant tout politique, avant d'être judiciaire. La nomination des juges, ils sont nommés comment? La nomination du procureur, ils sont nommés comment? Les enquêteurs sont nommés comment? Dans tout ça, ils sont nommés comment? Quand on entre tout simplement dans nos avals, nous, c'est une décision de la Cour, c'est tout le monde à la respecter, il faut la prendre à la Bible. Non, c'est pas ça. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut démystifier, il faut que les gens entre en profondeur de savoir qui était Kabuga, quels sont les enjeux politiques qui pourraient lui favoriser, du début à la fin, de quoi ça représentait de libérer un membre d'Orakazu, parce qu'aucun membre d'Orakazu a été arrêté, condamné. Mais maître, donne-moi un exemple des membres d'Orakazu. Est-ce que c'est Agathe Kanziga qui a été arrêté? Est-ce que c'est Zingiranyirazo qui a été arrêté? Bagosora a été. Est-ce que Bagosora n'était pas un membre d'Orakazu, mon cher? C'était un serviteur de l'Akazu. d'Orakazu. Alors, maître, ce qu'on veut comprendre ici, Maître Bayingana dit, apparemment, le fait que Kabuga, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le fait qu'il n'occupait aucune fonction ou qu'il n'a jamais occupé de fonction officielle au niveau du gouvernement, son influence au niveau de la Cour, ça devient carrément un argument, le fait qu'il n'ait jamais occupé de fonction officielle pour influencer de telles une autre décision. Est-ce que déjà on a vu des procès où les instructions ont été conduites. Il y a des juges qui sont descendus au Rwanda, ils ont parlé à des témoins. Est-ce que le contexte du Rwanda, le personnage Kabuga dont on évoquait, aurait... Non, je pose la question. 25 ans après, on peut dire que la Cour n'est toujours pas compris le poids du personnage Kabuga qui n'a jamais occupé autant de fonctions, mais avec une telle influence. Des témoins n'ont pas parlé, même les gens qui avaient de l'influence au niveau de l'armée, au niveau du gouvernement. Est-ce que personne n'a jamais cité, dire, écoutez, celui-ci n'était pas vraiment officiellement patron, mais tout le monde savait que
il était parmi les patrons quand même, les gens qui soufflent dans l'oreille du chef, comme on dit. Laisse-moi commencer par expliquer le contour du rapport et de la décision qui en est suivie pour venir finalement sur l'influence qu'occupait Kabuga. Parce qu'il est de nul doute que Kabuga jouissait d'une influence importante au Rwanda, pas seulement par le fait de connexion qu'il avait avec le gouvernement, mais du simple fait des actes qu'il aurait posés. Le fait qu'il est le numéro 1 de fondateur de RTLM, ça justifie beaucoup de choses. Le fait que c'est lui qui achète les armes, et tout le monde sait très bien que c'est dans le domaine public que les gens qui contribuent pour acheter les armes, pas pour aller au front, mais pour tuer lors du génocide. Cette influence lui suffit pour qu'il jouisse d'une certaine notoriété ou d'une certaine autorité et d'une certaine influence. Parce que le monsieur là, dont le portrait que vous venez de brosser, il est en contradiction avec le portrait aujourd'hui, par exemple les médias internationaux qui l'affichent comme un pauvre monsieur, octogénaire, malade, faible, innocent, juste homme d'affaires, ancien homme d'affaires. Par contre, passons. Il est très. Qui ne comprend pas. Mais ce n'est pas ça. Passer au secours. Mais il faut comprendre que ce n'est pas ça qui a dirigeanté la décision. C'est qui a ça n'a pas influencé. Moi, je reste. Le portrait qu'on brosse de lui. Moi, je reste un peu pessimiste. Par rapport à ça, parce que je sais que de toutes les façons, c'est que ce n'est pas la personnalité du monsieur qui aurait influencé la Cour ou pas. C'est par contre la sérieuxité des crimes jugés. Parce que de toutes les façons, il faut comprendre que les crimes qui sont jugés, qui sont en jeu, c'est des crimes contre l'humanité, crimes de génocide, et c'est des crimes sérieux. Et personne n'est là pour nous dire mieux que la Cour qui est censée comprendre la sérieuxité des crimes dont la personne Kabuga est accusé. Par contre, comme tout à l'heure tu nous disais, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que, en fait, les avocats, ils ont toujours orchestré, puisque tout le monde, à l'arrestation de Kabuga, savait que Kabuga avait un certain âge, parce qu'il faut comprendre qu'il a 87 ans, et qu'il a une diabète que tout le monde ne doute. Et c'est ça la maladie, c'est ça le jeu des avocats de Kabuga qu'ils ont. C'est ce qu'on présente, c'est ce qu'on met en avant. C'est ce qu'on met en avant dès le départ pour dire le monsieur, il est maladif, il a un certain âge. S'il est jugé en Tanzanie, il est dans le risque d'attraper le Covid et de mourir avant le procès. Finalement, qu'est-ce qui se passe à la fin? Il commence à jouer le jeu, je dirais, parce que il y a même des médias peut-être occidentaux qui disent est-ce que c'est une simulation que tout le monde se demande. Moi, je suis de cet avis-là que ce qui s'est passé, c'est une simulation. Parce que j'ai lu dans Le Monde où un des psychiatres est interrogé par rapport à ce que il faut comprendre que c'est un monsieur qui est, je ne veux pas être raciste non plus, mais il faut comprendre que si un blanc qui est toujours amené à comprendre la psychologie des gens, Africains, des gens d'autres couleurs, et qui est aussi amené à interroger la personne avec l'appui d'un interprète. Je ne sais pas qui dit qui parle de sa santé, si c'est le maladif ou c'est l'interprète. Parce que tout ça peut conduire à une simulation. Parce qu'à la fin, il parle dans ce qu'il décrit dans son interview, il dit, j'ai demandé à Kabuga, c'est quoi un génocide? Il lui dit très clairement. C'est le psychiatre.
Oui, c'est le psychiatre. L'interview que tout le monde peut avoir accéder au Monde. C'est la publication du Monde du 24 mars 2023, où il dit, je lui ai demandé c'est quoi un génocide, il m'explique que c'est une extermination de masse. Je lui demande s'il sait qu'il peut finir sa vie en prison. Il me dit, les témoins mentent devant la cour, ça ne va pas se passer. Donc quand on lui parle de sa vie, quand on lui parle de choses personnelles qui sont attachées à son procès, il est lucide. Il est lucide. Quand on lui parle de sa montre, quand on lui parle de sa barbe, il faut toujours continuer à citer le Monde. Il n'est pas lucide. Et c'est là où la Cour devrait voir dans le rapport, de voir si vraiment sa démence est grave, modérée ou plus grave, pour voir, pour éclairer la Cour sur quelle décision. Est-ce que là, on n'est pas en train de jouer juste sur le Monde? Voilà. Est-ce que, comme on dit, les anglophones parlent du buying time, on essaie un peu de gagner le temps. D'un côté, on parle de Kabuga âgé de 90 ans, de l'autre côté, on parle de 88, 87 ans. On joue sur les chiffres, sur le mont. Entre nous, devant les gens qui nous suivent en ce moment, que ce soit en national ou en dehors, tout ça, ça ressemble à une série presque télévisée. Pourtant, on sait qu'il s'agit ici, on parle le fondement d'un génocide avec 1 million de victimes, et à la fin, on a l'impression qu'on est en train de banaliser les faits historiques et de les laver dans une cour. Voilà. Comment est-ce que ça va se passer maintenant? Au fait, il y a une manœuvre dilatoire, il y a une manipulation, il y a une hypocrisie qui dépasse l'entendement. On va maintenant, vous allez vous arrêter à condamner, à dénoncer. Qu'est-ce qui va suivre? Je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'avoir une réflexion sur la motivation de la Cour. À prendre cette décision? Voilà, à prendre cette décision de la Chambre d'appel. C'est une chambre qui a mis en question, qui a mis en cause les patrons au Conseil de sécurité, qu'ils n'étaient pas suffisamment outillés, parce qu'il y a une absence de résolution du Conseil de sécurité qui pourrait leur servir de rendre justice aux rescapés du génocide. Ça, c'est un. D'autre deux, c'est une cour ou un tribunal, une chambre, comme vous voulez, qui a décidé de rejeter dans l'intégralité les motifs d'appel du procureur et de passer, d'après moi, ce que je appellerais même itra petita, donc donner ce qui n'a pas été demandé, de travailler dans les affaires de libération. Il ne s'agit pas tout simplement de suspendre provisoirement les poursuites pénales contre Kabuga, mais de l'autre côté, diligence, il faut le libérer. Donc, la Chambre d'appel n'avait pas, si son affaire, la chambre d'appel, donc, je disais tout simplement que la Chambre d'appel n'a rien à voir avec la libération de M. Kabuga. Et chaque homme raisonnable qui comprend la rigueur, la gravité du crime de génocide commis contre les Tutsis, c'est une chambre qui, dans leur dossier, avait laissé les témoins experts dans tous les domaines, notamment les domaines de génocide, les sociologues, les anthropologues, donc qui comprenaient ce que s'entraînerait, ce que Kabuga représentait. Maintenant, cette fois-ci, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, il faut le libérer. Et dit, dis-moi, entre nous, et à voix basse, même si on est devant les téléspectateurs. À voix basse, on est devant la caméra, on est en live en plus. Est-ce que les detention facilities ou les prisons de l'OAHI
n'avait pas les moyens financiers, techniques, médicaux de garder Kabuga, de lui soigner en prison, jusqu'à ce qu'il sera libéré, hein, jusqu'à ce que, s'il va reprendre sa vie, on ne sait pas, parce que Kabuga, il était malade. S'il était malade, c'était question de santé. Dans les prisons du monde, nous avons des malades. Pourquoi Kabuga ne peut pas attendre en prison jusqu'à ce qu'il va se remettre? Ça, c'est un. Vous dénoncez donc un traitement de faveur? C'est un traitement de faveur parce que le rôle du tribunal, la fonction du tribunal était de dire au droit, donner si Kabuga, si le procureur avait droit, les motifs d'appel du procureur étaient fondés ou pas, mais travailler sur les questions de sa liberté, alors que la Cour en soi prenait une décision provisoire, il va décider de lui libérer et lui trouver où? Donc, la décision est provisoire, vous prenez une décision définitive. Quelle était la décision définitive? La liberté, le mettre en liberté. Quelle est la décision provisoire? Suspendre les poursuites engagées contre lui. Lui amener où? Dans quelle prison? Et est-ce qu'il y a-t-il des mesures qui sont prévues par la Cour de vérifier si Kabuga va se remettre? Donc, c'est ce que je vous disais tout simplement. Il y a des déclarations de nature de montrer une empathie en faveur d'un criminel au détriment des victimes, parce que tout simplement, tu ne considères pas les victimes. Et puis, c'est ce que je te disais tout au départ. Et si vous permettez. Avec la création du TPI, donc la résolution du Conseil de sécurité, c'est une résolution, c'est un tribunal qui ne donnait aucun rôle fondamental aux victimes. C'est tout. Donc, il y a les criminels, les avocats et le procureur. Les victimes ne sont pas là. C'est tout. Où sont les victimes? Non. Donc, si les victimes n'étaient pas considérées initialement avec la création du TPIL, si les victimes n'ont pas été considérées initialement dans le statut du mécanisme résiduel, vous pensez que si la Cour en soi, donc le tribunal en soi, la Chambre, précise clairement qu'ils ne sont pas suffisamment outillés pour donner la justice aux victimes, donc ils ont mis en cause le Conseil de sécurité. Donc c'est tout simplement pour vous dire que ce qui était en train de jouer, c'est lutter contre le chômage dans les intérêts personnels, financiers. Donc, il faut que le procureur trouve des bureaux, il faut que le juge trouve des bureaux, il faut que les membres doivent trouver. C'est tout. Donc, si le mécanisme est resté en place, si les instances sont restées en place, c'était pour d'autres raisons plus que des raisons de rendre la justice. C'est tout. Puisqu'on mène vers la fin de notre émission, Maître Mourangwa, est-ce que ça va être un cas, ça va être un précédent, ça va être une jurisprudence? Est-ce que on ne peut pas craindre à ce que, Jessica tout à l'heure le disait, à ce que le cas de Kabuga puisse ouvrir une boîte à Pandore et que ça puisse être une porte de sortie pour certaines personnes qui n'ont pas encore été jugées ou qui se trouvent déjà dans le collimateur de la justice? Est-ce que vous n'avez pas peur ou vous ne craignez pas que ça puisse servir bien au-delà du personnage Kabuga? Malheureusement, c'est le fait qu'on ne peut pas nier, parce que généralement, ça va servir d'une façon d'échapper à la justice internationale pénale, généralement. Parce qu'il faut comprendre qu'on avait une jurisprudence de la Cour internationale de Cambodge qui avait décidé sur certains cas où il y avait certaines personnes qui étaient jugées malgré leur âge avancé. Là, vous parlez des anciens Khmer rouges. Des anciens Khmer rouges. Au Cambodge. Qui avaient été soit où on avait... Voilà pourquoi je disais, je parlais du rapport qui ne nous donnait pas si c'était une démence grave ou moins grave, modérée ou moins grave, de façon que le tribunal pouvait prendre une décision éclairée. Le tribunal n'avait pas de moyens d'être éclairé par les experts, de façon qu'il pouvait prendre une décision. Et je pense
pour les Khmers rouges, il y avait ceux qui étaient jugés à partir de leur cellule sur vidéoconférence. Il y avait certains qui étaient jugés au tribunal, mais pour des heures réduites. Et il y avait l'ancien ministre des Affaires étrangères qui s'appelait Leng Titsi. En tout cas, c'était un des très proches de Pol Pot. Oui, c'était un des proches de Pol Pot qui avait... Lui, il avait quand même échappé à un procès, parce que c'était très clair dans le rapport des médecins qu'il avait la maladie d'Alzheimer, de façon qu'il ne se souvenait de rien. Par rapport à ce qu'on nous parlait le cas Kabuga maintenant, avec la démence, parce qu'on parle de la démence. On parle de la démence et on nous a expliqué des questions qu'il pouvait répondre. Et on nous a expliqué des heures qu'il pouvait se maintenir à la cour. Il faut comprendre que le procès Kabuga avait même commencé, où on avait déjà entendu 24 témoins en présence de Kabuga. Ce qui fait que la cour avait d'autres moyens, plus que le rapport, à considérer pour comprendre... La poursuite du procès. Pour la poursuite du procès. Avec ou sans Kabuga? Avec ou sans Kabuga. Parce qu'il faut comprendre que même pour des gens qui boycottent la Cour, on avait des jurisprudences des gens qui boycottaient la Cour par leur propre gré de boycotter la Cour, mais par le fait qu'il y a eu comparution initiale, à savoir comparution initiale, c'est de confirmer les charges ou de nier les charges, où le procès pouvait se poursuivre par les défenses, l'équipe de la défense de l'accusé, sans pour autant abuser des droits de l'accusé. À savoir que l'accusé pouvait apparaître ou comparaître dans le moment ou dans les moyens qu'il a à sa disposition, y compris les moyens physiques. Ouais. Et je crois que tout ça devrait être considéré. Ça n'a pas été considéré malheureusement pour des raisons que vous avez citées. Maître Bayingana, je rappelle que vous êtes là en tant que chargé des commissaires en charge des questions juridiques pour Ibuka. Au nom des victimes, au nom des rescapés, aussi au nom de l'humanité, doit-on dire que c'est la fin, comme on dit en anglais, is this the end of the road? C'est la fin de tout. Est-ce qu'il reste encore quelque chose à faire? Doit-on dire ou se fier, comme le disait le professeur Duclerc, doit-on laisser la place au tribunal de l'histoire maintenant qu'au niveau de la justice, ça n'a pas marché? Merci Eddy. C'est une question qui suscite pas mal de réflexion. Est-ce que c'est la fin de la justice? Est-ce que les victimes vont laisser tomber tout ce qui se passe? Est-ce que les victimes vont accepter d'être confisquées, ce qui les a été donné avec la création du mécanisme international pour juger? Est-ce que les victimes vont être soumises devant ce genre de précédents et antécédents judiciaires que vous évoquez tout à l'heure? C'est un mauvais précédent, c'est un mauvais précédent juridique, c'est un mauvais antécédent judiciaire, parce que ça risquerait d'influencer d'autres décideurs, d'autres juristes, d'autres tribunaux, parce que c'est le dernier précédent judiciaire. Ça, c'est très dangereux parce que ça va même entraîner, et voilà, ça va même entraîner, ça va donner un autre moyen de défense pour d'autres avocats de la défense devant plusieurs tribunaux qui jugeraient les génocidaires. Maintenant, que faut-il faire? Il n'y a que le droit qui allonge les choses. C'est ce que je vous ai tout à fait. Il faut que les victimes, je pense que c'est ce que les victimes vont faire, il faut qu'ils tiennent bon, il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils concertent d'autres sources, d'autres moyens diplomatiques, politiques,
parce qu'ils ne sont pas liés aux moyens judiciaires. Il a le droit en face de l'histoire. Maintenant, que faut-il faire? Je demanderai par exemple, il faut qu'il y ait une commission d'enquête indépendante, internationale, de savoir pourquoi le Conseil de sécurité qui a donné cette mission à son tribunal a failli. Pourquoi? Quels étaient les contours juridiques, politiques, diplomatiques qui ont conduit à cette décision, méprisant, dénigrant à l'envers des victimes, à l'envers du génocide, dans les intérêts, encore une fois, des génocidaires. Parce que le génocide était commis dans les intérêts des génocidaires et leurs partenaires. Maintenant, faut-il laisser le génocide encore et la justice qui aurait été accordée aux victimes que soit profitée aux génocidaires et à leurs partenaires internationaux? Donc, il faut travailler et puis il faut que les victimes sachent très bien que sont les justices et d'autres hommes et femmes intègres, pas nécessairement les victimes du génocide, c'est à eux de prendre le destin dans leurs mains. Merci. Merci, messieurs, à tous les deux pour ces explications. Il y avait un peu trop de technicité, mais on espère en tout cas que notre audience a pu trouver des explications nécessaires pour comprendre les tenants et les aboutissants et surtout les contours de ce procès. Merci à toutes les équipes au niveau de la régie. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro Majuscule Propos.